Bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais remercier le directeur de l'ERIPI pour cette invitation et toutes les personnes aussi qui ont participé à l'organisation de cette demi-journée de colloque qui me semble être effectivement extrêmement importante pour l'échange d'expériences, d'expertise et parfois aussi pour sortir de l'isolement et peut-être même créer quelques solidarités en réalisant qu'on n'est pas tout seul à faire face aux mêmes enjeux. Alors, quand Monsieur El Hadj m'a approché pour l'occasion, il m'avait demandé si je pouvais aborder les défis, notamment en contexte post-pandémie, de la migration des étudiants internationaux et de leur accueil donc dans les collèges de la province. Mais j'ai alors averti que j'avais malheureusement pas fait d'enquête de terrain dernièrement, même si j'ai une longue expérience finalement sur les questions des mobilités étudiantes internationales. J'ai d'ailleurs fait mes premières armes de jeune chercheuse à l'Observatoire Jeunes et Sociétés, c'était à l'INRS, et on avait fait un projet sur pourquoi partir. On avait étudié notamment les départs des jeunes des régions. Je suis moi-même originaire de la Témiscamingue, donc c'était un sujet qui m'intéressait dès cette époque. Et depuis, j'ai toujours continué à travailler sur ces questions. Et donc, ce dont je vais parler aujourd'hui s'appuie plus spécifiquement sur sur une recherche et un livre qui m'a beaucoup occupée ces dernières années, qui a été publié l'année dernière et qui a porté plus spécifiquement sur les migrations et les mobilités de jeunes en provenance du Maroc. Et je m'étais intéressée aussi à la question du retour, mais donc je vous en parlerai un peu plus spécifiquement. Mais en tout cas, ce que j'ai proposé pour mon intervention aujourd'hui, c'est de parler plus largement, de faire un appel finalement au décentrement du regard, c'est-à-dire de peut-être quitter la position qu'on a ici dans la société dite d'accueil, depuis les établissements d'enseignement qui accueillent ces étudiants internationaux pour se projeter davantage dans les sociétés de départ et dans les conditions dans lesquelles se dessine et s'organise le départ des étudiants. Donc, en tout cas, ma présence ici m'honore beaucoup et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger parce que je pense que je peux apprendre peut-être même encore plus de vos expériences directes sur le terrain que vous de mon propos aujourd'hui, qui vous semblera peut-être un peu général. J'espère que ça permettra de mettre la table et voilà. Je ne sais pas si je peux partager un PowerPoint. Oui, d'accord. Donc, allons-y. Donc, c'est bien, vous voyez bien. Parfait. Euh, alors, je voudrais commencer avec cette idée du biais économiciste que je défends, c'est-à-dire c'est la thèse que je défends, mais c'est une critique que je fais dans mon livre sur le biais économiciste des migrations. Alors, au Québec, mais c'est le cas ailleurs au Canada aussi, il y a de nombreux travaux des chercheurs qui montrent ces dernières années à quel point les gouvernements fédéraux et provinciaux euh, conçoivent la migration, et là j'entends la migration de manière générale, et les personnes migrantes aussi comme des ressources clés du développement économique, hein. Mais cette approche que je qualifie donc d'économiciste, et j'entends par là le fait d'appréhender donc le phénomène migratoire d'abord et principalement par le biais d'un raisonnement économique et d'un raisonnement économique de type marchand, euh, a été, bon, on le voit avec la CAQ, c'était assez évident. Là, j'ai mis en exergue cette citation fameuse de Monsieur François Legault pendant la pandémie, où il a dit que chaque fois que j'entre un immigrant qui gagne moins de 56 000 $, j'empire mon problème. Il y a aussi eu la réforme du programme de l'expérience québécoise un peu avant, qui visait à privilégier donc les entrées au Québec par le système ARIMA, qui avait soulevé, vous le savez sans doute mieux que moi, un tollé, et quoi que ce soit une réforme un peu moins stricte qui a été finalement adoptée, on a bien vu à partir de ce moment-là qu'on souhaitait vraiment attirer des personnes, beaucoup moins attirer des personnes qualifiées de manière générale que des personnes pouvant répondre expressément aux besoins en main-d'œuvre du Québec. Mais cette approche-là n'est pas le propre de la CAQ, hein. Sous les régimes péquistes et libéraux, les politiques québécoises présentaient aussi l'immigration comme une force motrice pour l'économie. Et puis, on le voit aussi ailleurs qu'au Québec et au Canada. Par exemple, en France,
Le sociologue Alain Maurice a une belle expression pour qualifier cela. Il parle d'utilitarisme migratoire et qui signifie, et je le cite, la propension qu'ont les sociétés à régler la question migratoire sur l'intérêt ou le désavantage escompté des étrangers qu'elles font ou laissent venir. Mais je vais plus loin encore en disant que même, en fait, c'est une idée au fond qui se propage et qui devient comme un allant de soi, en fait, qui fait partie de la pensée commune et qui va être, on va pouvoir en être témoin même dans les médias, par les journalistes. C'est une idée qui peut être véhiculée par les enseignantes, enseignants, les agents d'aide à l'emploi, les travailleurs sociaux. Et les citoyens ordinaires. Et même les chercheurs n'échappent pas à cette vision économiciste des migrations, à commencer par les sociologues dont je fais partie. Et les chercheurs, chercheuses vont avoir cette vision de manière explicite ou implicite. De manière explicite lorsque, par exemple, on va s'intéresser directement lorsqu'on va en fait présumer que les migrations, notamment les migrations sud-nord, découlent directement des inégalités d'un grand système capitaliste globalisé, ou alors, lorsqu'on cherche, c'est une autre approche aussi des migrations de manière économiciste, lorsqu'on va s'intéresser aux facteurs qui favorisent ou qui nuisent à l'intégration économique de la main-d'œuvre en contexte d'immigration. Et au Québec, on ne compte plus les travaux de recherche qui se sont intéressés à cette question-là. Mais on le fait aussi, les chercheurs on souscrivent implicitement à ce biais économiciste également lorsque, par exemple, ils vont s'intéresser à d'autres questions comme l'intégration des enfants de personnes migrantes dans les écoles, la transmission intergénérationnelle des identités, bref, toute autre question qui est davantage relative à l'intégration des personnes migrantes. Mais on va souvent le faire en s'appuyant sur un postulat implicite qui est rarement interrogé, qui est celui que les personnes, au fond, ont quitté leur pays par nécessité économique, pour améliorer leurs conditions matérielles de vie. On dit souvent, d'ailleurs, on voit très souvent, même dans les travaux, cette expression, les personnes viennent pour améliorer leurs conditions de vie, mais on ne s'attaque jamais à ce qu'on entend vraiment par améliorer les conditions de vie. Et j'en veux pour preuve, au fond, qu'on s'interroge très peu sur les conditions, au fond, de départ ou sur les motivations qui peuvent avoir poussé les personnes à partir, puisque lorsque, en fait, j'ai fait une revue de littérature sur la question, il y a à peu près 2 fois plus, voire moins de 3 fois plus de travaux qui portent sur l'immigration et très, très peu qui portent sur les migrations. Et la plupart des travaux qui portent sur les migrations sont réalisés dans les contextes, dans les sociétés donc, de départ. Et ce, malgré les enseignements très riches du sociologue algérien d'origine kabyle, Abdelmalek Sayad, qui, dès les années 70, montrait l'importance de penser à la fois émigration et immigration. Hein. Il nous disait, bien sûr, il s'appuyait sur la question de la migration algérienne en France, mais il nous disait à l'époque, toute étude des phénomènes migratoires qui néglige les conditions d'origine des émigrés se condamne à ne donner qu'une vue à la fois partielle et ethnocentrique. D'une part, comme si son existence commençait au moment où il arrive en France, c'est l'immigrant et lui seul, et non l'émigré qui est pris en considération. Et d'autre part, la problématique explicite et implicite est toujours celle de l'adaptation à la société d'accueil. Mais pour moi, en tout cas, cette perspective économiciste, très axée sur donc, le contexte de destination, est insidieuse et présente certains écueils qui nous empêchent d'appréhender l'immigration étudiante, et dans ce cas-ci, étudiante internationale dans toute leur complexité. Et d'ailleurs, justement, j'ai peut-être sauté un petit passage que cet utilitarisme migratoire, j'ai parlé des migrations de manière générale, mais on le voit aussi beaucoup y compris donc chez les étudiants internationaux. Hein. On sait au fond que faire venir des étudiants internationaux
est une stratégie, est une manière de contourner le sous-financement des établissements d'enseignement supérieur, puisqu'on sait que les étudiants internationaux paient des droits de scolarité plus élevés que les nationaux. Donc, ça devient une manne financière donc, pour les établissements. Dans certains plans stratégiques du gouvernement, celui-ci date de 2008-2012, mais les personnes avec lesquelles j'ai travaillé sont arrivées au Québec dans cette période-là. Dans cette stratégie, en fait, c'était le gouvernement libéral qui était au pouvoir à l'époque. On disait les étudiants étrangers scolarisés au Québec ont eu le temps de s'y acclimater et leurs diplômes sont reconnus beaucoup plus facilement par les employeurs québécois comparativement aux diplômes étrangers. Donc, il y a aussi cette vision-là de faire venir des étudiants pour qu'ils puissent s'intégrer sur le marché du travail. Donc, mais voilà, donc pour moi, ça présente des écueils d'avoir cette pensée-là. Et avant de présenter ces écueils-là, j'aimerais vous raconter l'histoire de Faël, on peut trouver donc des tronçons de son récit dans le livre dont je vous ai parlé. C'est un livre qui a fait suite, au fond, à une quinzaine d'années de travaux de recherche avec le Maroc, où j'ai fait des séjours au Maroc aussi parce que, comme je le disais, je m'intéresse donc aux conditions de départ, mais je me suis intéressée aussi à certains retours. Et dans cette recherche, au fond, je me suis intéressée à la fois en fait aux personnes qui étaient arrivées comme étudiantes internationales, comme par le parrainage familial, avec la résidence permanente. Euh, et cette mixité des statuts-là était importante pour moi parce qu'elle concordait avec l'approche décentrée que j'empruntais, c'est-à-dire que je souhaitais partir des contextes d'origine pour comprendre comment la migration s'inscrit dans le parcours de vie des personnes et comment les catégories administratives par lesquelles les personnes arrivent, par exemple au Québec, deviennent des stratégies aussi dans un parcours de vie qui a commencé bien avant et qui se poursuivra après et qui renvoie, comme on le verra, à des questions d'aspiration sociale. Donc, je suis quelqu'un qui travaille vraiment, je suis une chercheuse de terrain, j'ai une perspective très ethnographique, je travaille avec des récits de vie, je travaille avec l'observation. Et pour moi, je trouve heuristique de partir d'un portrait comme celui-là pour mieux illustrer en fait les écueils de cette pensée économiciste dont j'ai parlé en introduction. Et évidemment, j'aimerais peut-être vous demander de vous garder d'un jugement que je qualifierais de positiviste ou axé sur des données probantes, dans la mesure où l'enquête a été réalisée il y a une dizaine d'années, mais je replongeais dans la vie des personnes et donc Faël est arrivé au Québec en 99, donc ça vous paraîtra certainement extrêmement ancien, mais ce qui est intéressant dans les recherches de type plus qualitatif comme celle-là, c'est de s'attarder au processus, aux enchaînements de situations que j'ai toujours replacés dans les contextes sociopolitiques, économiques et culturels. Et on va voir avec ce récit tout de même qu'il y a certains éléments qui ressortent encore aujourd'hui, même en 2023. Et j'ai aussi mis la référence d'un balado que j'ai fait qui porte sur le livre pour les personnes qui auraient peut-être la flemme de lire le livre au complet. Donc, Faël, en fait, est un jeune homme marocain, amazir, originaire de Fès, qui est arrivé donc en 99 au cégep de Rimouski. Il avait alors 17 ans. Et donc, je l'ai rencontré en 2013. Et le père de Faël était analphabète. Son père venait d'une famille donc rifène de la province de Driouj dans l'Oriental. C'est une région que j'ai placée en rouge, qui est tout au nord du Maroc, qui a connu de fortes répressions sous le règne de Hassan II dans les années 70, 80, 90. Et c'est une région qui est fortement marquée par l'émigration vers l'Europe durant les années de plomb. Et d'ailleurs, le père de Faël, en fait, a vécu pendant 25 ans en Allemagne comme travailleur non qualifié. Il revenait de manière temporaire au Maroc pendant toute cette période. Et rien ne prédestinait en vérité Faël à des études au Québec puisqu'il est né donc de parents très peu scolarisés, les parents ne parlaient pas le français et lui-même, Faël, ne parlait pas très bien le français pour avoir été à son arrivée au Québec, pour avoir été scolarisé à l'école publique en arabe. Sa famille n'était pas non plus fortunée, d'autant qu'elle était composée de 9 enfants. Mais Faël
était en quelque sorte un héritier, c'est-à-dire d'un capital migratoire, puisque, comme je l'ai indiqué, son père avait immigré en Allemagne et ça sera aussi quelque chose qui aura autorisé son départ au Québec, comme on le verra. Donc, Faël obtient son baccalauréat, en fait, c'est le baccalauréat marocain, là, la fin du lycée. Et à ce moment-là, il n'a pas de projet bien défini. Il décide un peu par défaut de s'inscrire à l'université en biologie-géologie, même si, et ce sont ses mots, il dit que l'université au Maroc, c'est nul. Je reviendrai sur cette question. Et dès le premier jour de la rentrée, Faël fait donc l'expérience des amphithéâtres qui sont pleins à craquer, des enseignements complètement inaudibles aussi parce que les enseignants n'ont pas de microphone. Et à la 4e semaine, une grève étudiante est déclenchée pour protester contre la médiocrité du système de transport dans la ville de Fès. Faël va participer à 2 ou 3 reprises aux manifestations, mais elles sont violemment réprimées et il finit par se cloîtrer à la maison et à ne plus aller à ses cours. Et quand 2 semaines plus tard, son père lui demande pourquoi il ne va pas à l'université, il constate que son père n'est même pas au courant, malgré qu'il va au café tous les jours et malgré les discussions de café, qu'il ne semble pas au courant du tout de tous les manifestants blessés, des manifestants emprisonnés. Et ça a été comme un déclic pour lui. Dès ce moment-là, il a souhaité partir de ce pays. Mais donc, Faël procède par élimination. Il parle aucune langue étrangère à part un peu de français. Il trouve par ailleurs que l'Europe est gangrénée par le racisme, donc il élimine la possibilité de partir étudier en France. La France étant très présente au Maroc, ne serait-ce que par même la télévision. Et, il voit des publicités sur l'immigration au Québec, des publicités qui sont souvent le fait de consultants en immigration. On les voit aux abords des boulevards, on les voit dans les magazines et les journaux. Il n'a aucune connexion Internet, il ne sait pas trop comment s'y prendre, donc il décide tout simplement d'écrire une lettre manuscrite avec écrit sur l'enveloppe Ministère de l'Éducation du Québec. Et donc, 5 semaines plus tard, Faël reçoit un catalogue contenant la liste de tous les établissements d'enseignement supérieur québécois. Comme il est totalement ignorant du système d'éducation et de la géographie du Québec, mais qu'il est déterminé à commencer des études dès le mois de janvier, hein, je vous rappelle, on est à la session d'automne, il envoie une demande d'admission, il me dit, à pratiquement tous les cégeps et universités de la province. Et donc, il y aura uniquement 3 cégeps situés dans 3 régions périphériques de la province qui vont lui envoyer une confirmation d'admission pour janvier, les autres établissements lui disant que généralement la rentrée se fait en septembre. Et son choix va s'arrêter sur le cégep qui lui paraît le moins éloigné des grands centres urbains, Rimouski, qui est néanmoins situé à 500 km de Montréal. Faël commence à faire l'école buissonnière avec ses copains. Il dit on fumait des cigarettes, on regardait les filles. Et dans ma tête, j'étais rendue loin. Je voyais que le Canada. Donc, il avait commencé vraiment à décrocher. Mais une ombre plane sur lui, ses parents. Il dit que ça a pris tout le courage du monde pour leur en parler. Sa mère est déchirée à l'idée de le voir partir, mais son père accepte, ayant lui-même émigré donc très jeune et se disant que ce sera bon pour son fils qu'il aille se chercher des qualifications à l'étranger et qu'il revienne pour intégrer l'entreprise familiale. Parce que je ne l'ai pas mentionné, mais le père de Faël a pu amasser un certain pécule à force de travailler en Allemagne et donc il est revenu s'installer définitivement au Maroc pour créer une entreprise en pâtisserie-boulangerie à Fès. Donc, mais l'arrivée de Faël au Québec sera brutale. Il arrive au tout début du mois de janvier, après avoir été effrayé par les jeunes punks autour de la gare de Berry-UQAM, où il prend le bus pour Rimouski. C'est une tempête de neige mémorable qui l'attend dans le Bas-Saint-Laurent. Et là, il me dit, j'étais tellement dépaysée avec la tempête et tout, c'était vraiment pas beau, il ventait, surtout à Rimouski, je capotais. Et là, on voit les expressions québécoises, puisque Fès a pratiquement appris le français au fond au Québec. J'étais tellement paniquée que j'ai pris le taxi et je lui ai dit, emmène-moi à l'hôtel le plus proche, j'avais besoin de sécurité, je n'osais même pas aller aux résidences. J'ai l'image du vent qui souffle avec la poudrerie et tout, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et après ça, au lendemain, j'ai pris un autre taxi pour me rendre aux résidences. Et dès la 2e journée, je m'enfermais dans ma chambre en pleurant comme ça se peut pas. Qu'est-ce que je fais ici? Là, je pense que c'était le choc qui embarquait, c'était la réalité. Je comprenais
pas un mot de ce que les gens disaient, déjà que je parlais pas français et qu'eux parlent québécois. Tant bien que mal, Faël se ressaisit, commence son programme en sciences pures. Il affirme qu'en tant que seul Marocain du cégep à l'époque, il est vite devenu un centre d'attraction. Un garçon, d'ailleurs, s'était avancé vers lui dès les premiers jours pour se présenter et il me dit qu'à partir de ce moment, ils ne se sont plus quittés. Ils ont même fini par aller faire un trip dans l'Ouest canadien ensemble l'été suivant, le deuxième été de sa présence au Québec. Mais en mai, donc 4-5 mois après son arrivée, ce qu'il considère a posteriori comme une conséquence du choc émotif et du stress lié à sa migration, il fait une grave crise d'appendicite qui le conduit à l'hôpital. Les parents de son ami décident de l'accueillir chez eux pour tout l'été, ce qui va lui permettre de se refaire une santé et de reprendre confiance en lui. Sachant qu'il a désormais, et ça ce sont ses mots, une famille sur qui compter. Les choses commencent à aller beaucoup mieux pour lui, mais là, il me dit ça allait un peu peut-être trop bien parce que là, je me suis mis à boire, je me suis mis à fumer des joints et beaucoup d'ailleurs. Donc, Faël commence à sécher ses cours, il joue aux cartes à la cafétéria, ses résultats s'en ressentent. Il échoue dans 3 sur 4 de ses cours à sa 3e session. Et parallèlement, c'est aussi l'argent de son père qui part en fumée parce qu'il me dit, je payais la traite, je voulais me faire des amis, je voulais être le centre d'attention. Et c'est la mère de son ami, donc, qui était devenue une seconde mère pour lui, qui va lui conseiller d'abandonner les sciences pures pour les sciences humaines, où elle le voit bien davantage. Et pour Faël, cette femme l'a sauvé. Elle lui a permis donc de se reprendre en main. Il va arrêter les consommations excessives, termine son cégep au bout de 3 ans. Il entre ensuite à l'université au baccalauréat en études internationales à Québec. Il obtient sa résidence permanente. Il travaille comme agent de sécurité parallèlement à ses études. Il fera quelques voyages scolaires et humanitaires en Amérique du Sud où il apprend l'espagnol. Puis après avoir occupé différents boulots dans le privé, il finit par être embauché dans un poste permanent au gouvernement du Québec, soit 7 ans après l'obtention de son diplôme de bac et 14 ans après son arrivée au Québec. Aujourd'hui, Faël retourne régulièrement voir ses parents, mais il a su, au bout de 3 ou 4 années après son arrivée au Québec, qu'il ne retournerait pas s'installer au Maroc pour prendre la relève des affaires de son père, tel que ce dernier l'espérait. Et ce, même s'il pense qu'il gagnerait mieux sa vie au Maroc grâce aux affaires au commerce de son père, qui a pris beaucoup d'ampleur, que dans l'emploi qu'il occupe au moment où je l'ai rencontré au gouvernement du Québec. Et il ajoute, j'aime mieux vivre au Canada dans une société de droit et de liberté que d'aller vivre au Maroc. J'aurais beau avoir le compte le plus garni de la planète, je sais que je ne serais pas heureux. Donc, le récit de Faël me paraît intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, il a quitté le Maroc en même temps que son domicile familial, très jeune donc, ce qui est souvent le cas chez les étudiants internationaux qui arrivent au cégep ou au niveau du baccalauréat, avec non seulement aucune connaissance du Québec et très peu de connaissance du français, mais aussi finalement avec peu d'autonomie, puisqu'il avait toujours été pris en charge par sa maman, entouré de sa fratrie. Et donc, la naïveté, le manque d'autonomie peuvent rendre ces étudiants assez vulnérables finalement à leur arrivée. Et en même temps, c'est une grande source d'autonomisation très rapide. Le deuxième élément que je souhaitais souligner, c'est qu'il part avec une totale méconnaissance de la société de destination et de son système d'éducation. D'ailleurs, Faël va changer de domaine d'études grâce donc au conseil de cette femme. Il va passer des sciences pures aux sciences humaines. Il faut savoir que dans un pays comme le Maroc, mais c'est le cas dans plusieurs pays aussi, les sciences pures sont vraiment considérées comme la voie royale, celle des très bons élèves, celle qui débouche sur les filières les plus prometteuses pour réussir dans la vie, dans ces sociétés donc de départ. Mais plusieurs étudiants, et ça, c'est pas que le cas de Faël, je l'ai rencontré chez plusieurs autres personnes aussi dans le cadre de ma recherche, ont souvent des pertes de motivation, des échecs aussi, puisque cette soi-disant voie royale pour bon élève ne correspond en fait pas tellement à leurs intérêts ou à leurs compétences. Et quelques personnes rencontrées ont trouvé le courage une fois au Québec de s'affirmer devant les parents, par exemple, pour
changer de domaine d'études et se diriger vers des domaines davantage liés aux sciences humaines ou aux sciences sociales. Le choc aussi qui entraîne des problèmes de santé. Ici, ça a été des problèmes physiques, mais plusieurs étudiants internationaux, si je me fie aux organismes dans la région d'Ottawa avec lesquels je travaille, de plus en plus d'étudiants internationaux présentent des troubles de santé mentale aussi et nécessitent un soutien à cet égard. Donc, un autre élément que je souhaitais souligner, c'est le soutien majeur que Faël a obtenu de cette famille qu'il a en quelque sorte adoptée et le besoin finalement pour plusieurs de ces jeunes qui quittent le cocon familial en arrivant pour partir dans un pays étranger, le besoin d'avoir des liens affectifs, familiaux, c'est cette famille qui va l'aider à se soigner, qui va l'aider aussi à se reprendre en main, qui va l'orienter scolairement dans ses choix de carrière. Ce que sa famille peut scolariser, qui ne parle pas le français, qui ne connaît pas le Québec, ne pouvait pas vraiment faire. Mais ce sur quoi je souhaiterais insister le plus, c'est sur le fait qu'on voit bien l'absence de tout ressort économique à cette migration de Faël, de son point de vue, hein, tant dans sa décision de partir que dans celle de rester au Québec. Donc, on a bien vu que les conditions d'études difficiles dans lesquelles il était au Maroc ont été un facteur motivant son désir de partir. Plusieurs systèmes de formation postsecondaire dans des pays anciennement colonisés sont élitistes, sont marqués par un dualisme aussi entre, surtout dans les systèmes qui ont été colonisés par la France, puisqu'on a calqué le système français où on oppose les grandes écoles et les filières sélectives d'un côté aux universités publiques de l'autre. Les universités publiques connaissent un sous-financement depuis plusieurs années. Plusieurs États laissent se multiplier les écoles privées aussi, mais qui sont coûteuses et donc peu accessibles à la majorité. Et leur reconnaissance aussi par les employeurs locaux reste encore incertaine dans plusieurs cas. Et donc, les enfants des classes sociales plus modestes ou des classes moyennes qui n'arrivent pas à se distinguer suffisamment pour intégrer une grande école se trouvent souvent contraints d'investir les universités publiques. C'est pourquoi Faël parlait d'un choix par défaut. Pendant que les mieux nantis, les enfants des familles plus privilégiées vont souvent, si elles n'accèdent pas aux filières sélectives locales, je pense par exemple aux grandes écoles d'ingénieurs, aux écoles d'architecture, à la médecine, la pharmacie, vont se tourner donc vers le privé ou vers l'international. Il y a quelques écoles aussi de commerce qui sont très prestigieuses au Maroc et quand on n'arrive pas à y entrer, on va souvent regarder vers l'international. Mais le deuxième élément aussi qui était à la source du départ de Faël, c'est le manque de libertés démocratiques dont il a fait directement l'expérience pendant les manifestations auxquelles il avait participé. Et donc, tout cela mis ensemble a fait en sorte qu'il a eu le sentiment qu'il avait un avenir complètement bouché au Maroc. Et ces expériences-là ont d'ailleurs sans doute été assez marquantes pour lui faire dire quelques années plus tard qu'il préfère vivre dans une société qui lui offrira finalement la liberté nécessaire à son épanouissement personnel plutôt que dans une société où il pourrait être économiquement riche, si on veut, mais où il souffrirait peut-être de cette absence de liberté. Et Faël n'est pas le seul, en fait, parmi les personnes que j'ai rencontrées, même celles qui sont parties plus tard avec l'arrivée du roi Mohamed VI, et où il y a eu un certain décloisonnement politique à ce moment-là. Plusieurs parlaient de mérite, de dignité, d'épanouissement, de réalisation de soi, de possibilité d'avancer. Qui peut être un peu difficile pour les personnes qui sont originaires des classes sociales justement un peu plus modestes ou privilégiées, ou moins privilégiées, qui n'ont pas, et c'est un terme qui est souvent utilisé, les pistons nécessaires pour pouvoir évoluer dans leur carrière. Et dans ce cas, le départ devient une sorte d'exode ou de contournement, en tout cas, de ce verrouillage social-là. Donc, pour conclure, j'aimerais peut-être revenir justement aux propos du début
qui soulignait les écueils du biais économiciste des migrations, c'est-à-dire de ne penser les migrations que par cette perspective économique. Le premier écueil que je vois à cette pensée économiciste, c'est que, selon moi, ça reconduit un regard plutôt ethnocentrique et même colonial. Parce qu'en effet, ça induit en creux finalement que la société de destination est nécessairement mieux, voire supérieure, en ce qu'elle offrirait assurément un avantage matériel par rapport aux sociétés de départ. Cette vision-là me paraît donc ethnocentrique et coloniale parce qu'elle porte en elle l'idée que les étudiants internationaux originaires des pays du Sud global, surtout ceux qui proviennent des classes moyennes ou plus modestes, sont en mode survie et ne peuvent donc pas être des sujets mus par des aspirations sociales qui dépassent la seule valeur instrumentale du travail. Pourtant, les étudiants internationaux que j'ai rencontrés dans la recherche ne souhaitaient pas simplement émigrer pour survivre, ni étudier et travailler pour s'enrichir, mais ils voulaient étudier et travailler pour s'épanouir, gagner la reconnaissance symbolique et sociale qu'elles jugent méritée personnellement. Et ne pas le voir peut nous empêcher de reconnaître que ces personnes puissent souhaiter plus que juste gagner bien leur vie. Et si ce raisonnement-là reconduit aussi un regard colonial, c'est d'autre part parce qu'en soi, ça empêche de saisir la colonialité dans les motifs de départ pour préférer l'explication économique. Donc, j'ai mentionné le caractère élitiste, dualiste du système d'éducation publique au Maroc. C'est effectivement pas du tout étranger au legs colonial, mais toute la fabrication des aspirations sociales aussi, la distribution des capitaux sociaux et des places dans dans les sociétés de départ sont souvent un héritage de cette période coloniale. Et le niveau mésosociologique des institutions d'éducation et d'enseignement supérieur dans les sociétés de départ fait très rarement partie des analyses, en fait, quand on souhaite se pencher sur les migrations. Quand on souhaite comprendre les raisons de ces mouvements migratoires du sud global vers le nord global. Et ça m'amène au dernier point. C'est là-dessus que je vais terminer. Le deuxième écueil de cette vision économiciste me semble, et ça va avec le premier point, hein, c'est qu'on invisibilise dans ces cas-là les effets possibles des classes sociales. En fait, quand on pense que les personnes partent nécessairement pour améliorer leurs conditions matérielles de vie ou pour trouver de meilleures conditions de travail, c'est-à-dire partent pour avoir des emplois qui leur apporteront davantage de profit, on homogénéise les sociétés de départ et de destination. On s'empêche de penser qu'il y a une différenciation sociale interne de la société d'origine. Et bon, vous allez peut-être me dire que les classes sociales équivaut à parler d'économie, mais ce serait là faire l'impasse sur les autres dimensions des classes sociales, notamment symboliques, comme le prestige qui peut être recherché aussi, la reconnaissance. Et toutes les stratégies de mobilité sociale, de toute façon, impliquent d'autres sphères de la vie sociale que la stricte sphère économique. Donc, parler de classe sociale n'est pas qu'une question d'économie. Mais l'idée, c'est que les personnes comme Faël qui ont fait le choix notamment de rester au Québec sont des personnes qui sentaient bien qu'en retournant au Maroc, elles n'auraient pas donc, comme je le disais tout à l'heure, le capital social ou les pistons pour évoluer comme elles le souhaitent. Alors que j'ai vu dans la recherche d'autres étudiants internationaux qui venaient de milieux plus privilégiés et qui, eux, venaient effectivement chercher un diplôme, éventuellement peut-être aussi la citoyenneté canadienne, mais dans le but de rentrer au Maroc et éventuellement aussi de faire des affaires entre les deux sociétés. Mais on voit là des stratégies différentes et des intentions différentes selon les classes sociales. Donc, les étudiants, les milieux de départ, les sociétés de départ ne sont pas homogènes. Donc voilà, c'est qu'en résumé, la compréhension des migrations étudiantes internationales ne
peut, selon moi, que gagner en profondeur si on tient compte et des effets de l'héritage colonial sur les systèmes d'éducation de nombreux pays et des effets de la structure sociale et des classes sociales dans la fabrication des aspirations de ces candidates et candidats au départ. Merci beaucoup.